Salut à toi! Tu t'apprêtes à écouter le 3e et dernier FADcast, un podcast réalisé dans le cadre du FAD, le Forum d'Avril sur les drogues, 3 semaines de vidéocapsules, de conférences et de podcasts à caractère informatif qui analysent la place de la drogue dans la société. Ce projet a été lancé par ACT, un groupe de l'Association des étudiants en sciences politiques et relations internationales de l'Université de Genève. Ici, on se concentrera plus particulièrement sur la place de la drogue dans le milieu étudiant. N'hésite pas à aller checker nos autres projets. Bonne écoute! Nous sommes allés discuter avec Barbara Breuers, médecin responsable de l'unité des dépendances en médecine de premier recours aux hôpitaux universitaires de Genève, qui cherche à évaluer, orienter et traiter les problématiques liées à la consommation de tabac, d'alcool, de médicaments et d'autres substances. Ayant affaire à tout type de personnes majeures, consommatrices et en recherche d'aide, elle peut accueillir un grand nombre d'étudiants. Alors bonjour Barbara Breuers et bienvenue. Merci de votre présence et de nous apporter vos connaissances. Est-ce que vous pourriez du coup vous présenter et nous expliquer un peu quelle est votre action en lien avec les drogues notamment ? Avec plaisir, et tout d'abord merci pour l'invitation pour parler du sujet des substances, notamment pour les étudiants. Donc moi je m'appelle Barbara Breuers, je suis le médecin responsable de l'unité des dépendances au sein du service de médecine de premier recours aux HUG. Et dans notre unité, on propose des évaluations des personnes qui se posent des questions autour de leur consommation de substances. Et donc, du coup, c'est dans le sens large. Ça peut être le tabac, ça peut être l'alcool, ça peut être les médicaments, ça peut être l'héroïne, la cocaïne, le cannabis, des drogues festives. Donc, ça toujours le premier pas de rencontrer des personnes parce qu'ils se posent des questions ou parce qu'il y a des gens qui se font des soucis pour leur consommation de substances et on fait un bilan. Et ce bilan permet de voir si les gens ont plutôt une consommation occasionnelle, non problématique, une consommation régulière et peut-être problématique, ou une dépendance. Et on essaye de voir avec la personne, qu'est-ce qu'il aimerait, comment il aimerait changer, et donner des conseils ou des traitements en fonction de la difficulté. Et ce qui est clair, c'est qu'on s'adresse à des étudiants, mais pas seulement. On a toutes les personnes adultes qui viennent chez nous. L'avantage, c'est qu'on est dans le même service où il y a la consultation des étudiants, au service de médecine de premier recours, donc on peut aussi collaborer avec eux. D'accord. Et vous avez parlé du coup de dépendance, addiction, etc. Est-ce que vous pourriez décrire la différence entre dépendance et consommation excessive ? Très volontiers. Alors, tout d'abord, je pense qu'il faut comprendre que la consommation de substances, ça fait partie de la vie de tout le monde. C'est quelque chose qui est très normal. On pense au café, on pense à un verre d'alcool peut-être de temps en temps. Et en général, c'est pas problématique. Globalement, on sait que la plupart des gens qui consomment des substances, ils peuvent consommer de temps en temps. Je dis pas que c'est conseillé, mais en fait, il n'y a pas de conséquences graves. Ils développent pas de dépendance. On pense que c'est seulement 10% des personnes qui, à terme, développent une dépendance. Qu'est-ce que c'est une dépendance ? La dépendance, ça veut dire qu'il y a une consommation quasi quotidienne où la personne augmente les doses pour avoir le même effet, la personne va présenter des symptômes de manque à l'arrêt, il a de la difficulté à contrôler sa consommation, il prend toujours un peu plus tôt que prévu, et finalement il va passer beaucoup de temps à chercher la substance, consommer la substance, laisse tomber les autres activités et qui va continuer même s'il y a des effets négatifs pour sa santé. Donc quand il y a une sorte d'ensemble de ces facteurs, on parle de dépendance. Et la consommation problématique, c'est une consommation de substances ou de non-substances. On peut voir si avec des comportements sans substance. C'est qu'il n'y a pas des critères de dépendance, mais quand même des conséquences négatives pour la santé. Et un exemple, c'est par exemple le binge drinking le vendredi soir, ou le week-end en général. C'est de prendre vraiment une cuite assez importante qui peut avoir des conséquences très négatives pour la santé, en termes de violence, d'accidents, de chute, même d'hépatite aiguë. Donc ça, on appelle ça une consommation problématique.
en termes d'approche, pour nous, c'est toujours très, très différent. La personne qui a une consommation problématique, on va surtout essayer d'expliquer quels sont les effets des produits, qu'est-ce qu'on entend par une consommation non problématique ou problématique, et donner les outils à la personne pour diminuer sa consommation. Et qu'en général, il n'y a pas besoin de traitement médicamenteux ou quoi que ce soit. Par contre, s'il y a une dépendance, souvent, on doit aider la personne avec des médicaments pour lentement diminuer les symptômes de manque à l'arrêt. Donc, du coup, c'est plus compliqué et souvent aussi, c'est un problème depuis beaucoup plus longtemps. Donc, du coup, il y a plus de travail et ça dure souvent plus longtemps qu'en prise en charge. Est-ce que vous avez des mécanismes mis en place, donc surtout par rapport aux étudiants et leur rapport avec la drogue ? Et sinon, est-ce que vous pensez qu'il faut, même si oui, est-ce que vous pensez qu'il faut développer plus ces mécanismes d'accompagnement ? Alors, tout d'abord, je pense que pour les étudiants, on est beaucoup plus souvent dans des consommations problématiques que dans la dépendance. On a eu peut-être quelques situations des personnes dépendantes de l'alcool, c'est quand même finalement la chose la plus fréquente, et de tabac bien sûr, mais la consommation problématique d'alcool ou d'autres substances, c'est plus fréquent chez les étudiants parce que ils sont jeunes, ils ne consomment pas tous les jours, ils ont un type de consommation qui n'est pas quotidienne. Donc, notre approche est toujours, d'abord, on évalue. On demande que l'accord de parler de la substance, de la consommation. On essaie d'évaluer avec la personne comment il consomme, dans quel contexte, pourquoi, quel est l'effet, quels sont les effets positifs, quels sont les effets négatifs. Et qu'après, bien sûr, on va avoir un sorte de bilan global de sa vie. Est-ce qu'il a eu des problèmes de santé physique ou psychologique, comment se passe sa vie sociale, comment se passent les études, est-ce qu'il y a eu une période difficile juste avant la consommation. Donc on essaie vraiment d'avoir un bilan très très global de la situation pour comprendre surtout le pourquoi et le comment de cette consommation problématique pour adapter. Parce que si la personne est très très anxieuse par exemple, il faut comprendre d'où vient cette anxiété, parce que, par exemple, les gens ils s'auto-traitent pour l'anxiété avec de l'alcool ou avec des somnifères ou des tranquillisants. Et que si on fait ça tous les jours, on peut développer une dépendance. Donc, du coup, si ça c'est le cas, on va surtout essayer de comprendre d'où vient cette anxiété et travailler sur l'anxiété. Et après, finalement, si on résout le problème de l'anxiété, la consommation de substances peut disparaître tout seul. D'accord, donc finalement, vous dressez un bilan et vous cherchez le problème à la source plutôt que simplement regarder l'addiction en soi. Vous cherchez à comprendre pourquoi il y a une addiction en fait. Tout à fait, on essaie vraiment de comprendre le pourquoi, trouver la cause. Et si c'est une cause physique, on va peut-être trouver un spécialiste de la douleur. Si c'est un problème psychiatrique ou psychologique, on va essayer de trouver une aide de psychologue ou psychiatre. Ça peut être aussi vraiment quelque chose un trouble bipolaire, par exemple, qui n'a jamais été diagnostiqué et qui nécessite vraiment un avis psychiatrique avec un traitement adéquat. Et ça peut être aussi qu'il n'y a aucun problème de santé physique ou psychologique, mais juste une sorte d'habitude dans laquelle on s'est installé, où les gens ont lentement glissé vers une consommation problématique parce que c'est un peu l'habitude de consommer avec des amis et tout ça, et qu'ils se rendent compte que finalement c'est plus difficile d'arrêter que penser. Et dans ces cas, c'est toujours l'information, explication des dangers, et essayer de trouver la motivation chez la personne, avec la personne, pour changer ce comportement. Et donc vous avez parlé notamment de l'information des personnes concernées. Est-ce que vous pensez que c'est assez développé ? Alors, je dirais que ça, c'est le domaine de la prévention, c'est pas mon domaine, parce que moi je travaille dans les soins et on est un peu très tard toujours. J'aimerais que les gens n'ont pas besoin de nous dans le domaine de la consommation de substances. La prévention, ça fait partie disons, de l'éducation familiale, de la place de la substance dans la société. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Effectivement, comment on pourrait faire mieux ? Tout d'abord, pour moi, on parle toujours des substances psychoactives, un peu indépendantes de leur statut légal et illégal. Et je
tiens à dire quand même qu'on a des modèles de régulation des substances psychoactives qui sont assez paradoxaux en Suisse. Tout d'abord, on a les substances licites, comme l'alcool et le tabac, où on a une régulation beaucoup trop souple, où on encourage la consommation, on dit que c'est normal, on autorise la publicité et que finalement on dit que c'est pas grave de consommer ce type de substance et ça fait partie de la culture suisse et c'est important pour l'économie. Donc on a deux produits qui sont extrêmement toxiques, tant l'alcool que le tabac, où on encourage une consommation et que si on devait donner de l'information juste sur ces substances, on devrait donner des informations justes sur leurs dangers et avoir des modèles de régulation qui font que c'est plus difficile d'accès, que c'est plus encouragé, comme c'est actuellement. Et de l'autre côté, on a donc les substances illicites, comme le cannabis, l'héroïne, cocaïne, drogues festives, qui sont interdites par les lois et qui tombent sur la loi sur les stupéfiants, et que du coup, on ne peut rien faire, parce que c'est des produits illicites, donc on n'est pas censé en consommer, donc on n'a pas besoin de faire la prévention, de un peu ça. Mais on sait très très bien qu'il y a beaucoup de gens qui vont, une période dans leur vie, essayer de consommer une substance qui n'est pas contrôlée, dont on n'a pas de... Voilà, donc on ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a dedans. On ne peut pas donner de l'éducation, ça, parce que les parents souvent ne sont pas au courant, les médecins peut-être non plus. Et on a des personnes qui vont consommer des substances qu'ils ne connaissent pas, ou aussi il y a beaucoup de fausses informations là-dessus. Et heureusement, il y a des associations, il y a des sites où on peut se renseigner, mais en général, les politiques sont juste dire non, pas éduquer, pas et surtout faire peur. Donc du coup, l'idée c'est toujours de dire mais c'est trop dangereux, c'est extrêmement dangereux que tu commences avec un joint et tu finis avec l'héroïne. C'est des anciennes idées qui sont toujours transmises et je pense que c'est important d'avoir des informations beaucoup plus justes sur ces substances, même si ce sont des substances interdites par la loi. Mais on est encore très très loin d'une politique cohérente par rapport aux substances. Vous avez parlé du coup des drogues licites et illicites et des addictions. Est-ce que la drogue, donc les substances illicites, font partie des problèmes médicaux majeurs rencontrés par les étudiants, ou est-ce que ce serait plutôt un problème de drogue licite du coup ? Alors, oui, donc du coup, peut-être juste encore un mot un commentaire sur le mot drogue. Drogue en anglais, c'est drug. Et drug, c'est une drogue, mais aussi un médicament. Et je pense que ça c'est toujours important de se rendre compte que toute substance psychoactive a ces deux côtés. L'héroïne, on peut dire c'est une drogue, mais c'est aussi la morphine. La morphine, c'est un médicament. La même chose pour le cannabis. Le cannabis, c'est une drogue, mais en fait, les cannabinoïdes sont aussi des médicaments. On a des médicaments qui contiennent des cannabinoïdes qui ont des effets extrêmement intéressants. Donc, effectivement, on parle plutôt de substances psychoactives que de drogues, parce que des drogues en France, en Suisse, sont plutôt considérées des drogues illicites. Tandis que, comme j'avais déjà dit avant, les substances licites comme l'alcool et le tabac font beaucoup plus de dégâts que les drogues illicites, en termes de santé publique et aussi chez les étudiants. Donc je pense que pour moi, le gros souci pour les étudiants, c'est l'alcool. Et que le tabac, ça reste quand même aussi un bon deuxième. Ensuite, on a peut-être des médicaments dont on n'a pas tellement de bonnes données, mais on a quand même l'impression qu'il y a une augmentation de la consommation de benzodiazépines, de somnifères, et aussi, par exemple, la Ritaline, qui est utilisée surtout pendant les périodes d'examen. Est-ce que certaines personnes viennent vous voir pour trouver justement une alternative pour justement pas prendre de drogue, pour justement la concentration, l'énergie que ça donne, ou est-ce que c'est beaucoup plus des substances plus festives ? Alors, en fait, les drogues festives, finalement, ce sont des substances qui sont consommées de façon occasionnelle dans un contexte festif. Donc, on n'a pas de dépendance à l'ecstasy ou à LSD
Par contre, effectivement, la cocaïne, les gens ils peuvent consommer de façon prolongée, même si ce n'est pas comme par exemple d'autres médicaments qui sont très difficiles à arrêter parce qu'il y a trop de symptômes physiques. Donc, les drogues festives, les gens viennent poser des questions, mais en fait, c'est souvent le mélange avec l'alcool qui est compliqué. Typiquement, la cocaïne, les gens commencent à en prendre dès qu'ils ont bu plusieurs verres d'alcool et que sans alcool ou avec très peu d'alcool, ils ne vont pas en consommer. Et ils ont moins de problèmes liés à ça. Donc, effectivement, le problème le plus fréquent chez les étudiants, c'est vraiment de l'alcool. Après, c'est le tabac et le cannabis. Et surtout, si on parle de concentration, évidemment, le cannabis, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment éviter quand on veut apprendre. De temps en temps, de façon occasionnelle, un week-end, bien sûr, s'il n'y a pas de souci, mais de consommation quotidienne de cannabis, c'est extrêmement difficile à combiner avec l'apprentissage. Donc, du coup, ça, c'est les substances les plus importantes pour lesquelles les gens viennent chez nous. Mais de nouveau, je pense que les gens vont plutôt se présenter chez le médecin de premier recours. En tout cas, j'espère qu'ils vont parler de là. Ils parlent de l'anxiété, de l'insomnie et une sorte d'état peut-être plutôt dépressif, où il faut travailler les habitudes de vie. Il faut essayer d'arrêter l'ensemble des substances, parce que je pense que c'est toujours conseillé de voir comment on se sent mieux sans substance. Plus essayer de peut-être reprendre une activité physique, un rythme de sommeil plus régulier et des choses extrêmement simples finalement qui sont les plus importants aussi pour les étudiants. Est-ce que des étudiants viennent facilement parler et viennent d'eux-mêmes, ou est-ce que c'est surtout sous la pression de l'entourage, ou est-ce que c'est l'entourage qui appelle ? Oui, comment ça se passe ? Alors, je pense que pour les étudiants, il y a beaucoup de barrières pour aller chercher de l'aide. Tout d'abord, il y a déjà une barrière financière, parce que souvent, ils ont quand même les 300 ou de franchise, ou même beaucoup plus, parce que les étudiants ont tendance à prendre une franchise très élevée de 2 000 francs. Donc, ça veut dire que de faire la première consultation pour n'importe quelle raison est difficile, parce qu'on sait qu'on va payer soi-même cette consultation et voir les suivantes. Donc, ça, c'est une première barrière, surtout chez les étudiants, pardon. Deuxième chose, il est toujours difficile de chercher de l'aide pour une consommation de substances. Parce qu'il y a quelque part une idée de honte. Non, mais je vais réussir, et je n'ai pas envie de le dire. Et c'est l'avouer à soi-même, l'avouer à l'autre, qu'on est en difficulté avec une substance. Et que très souvent, les gens essayent très longtemps eux-mêmes d'arrêter ou de diminuer. Alors, tout d'abord, je tiens aussi à dire qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que la plupart des gens arrêtent tout seuls. On peut tous avoir une consommation un peu excessive d'une substance, une période dans sa vie, parce qu'on est un peu triste, on a perdu un job ou une relation amoureuse, et qu'on va consommer un peu de substance, mais qu'après, en général, les gens reprennent leur vie en main, ils voient très très bien que ça dérape, les copains disent mais arrête, on va faire autre chose, et que les gens n'ont pas besoin d'aide. Heureusement, et ça c'est des gens que nous on voit pas, mais il y a des études sur le self-change qui montrent clairement ça. Donc, avant de venir chercher de l'aide pour un problème de consommation de substances, souvent c'est quelque chose qui dure longtemps, et c'est regrettable parce que je pense que c'est utile que les gens consultent avant. Est-ce que du coup l'accès à l'information est simple selon vous ? Parce que visiblement il y a pas mal de désinformation avec par exemple ce que vous avez dit par rapport à la Ritaline. Et au-delà de s'informer, c'est encore plus compliqué d'en parler selon ce que vous avez dit. Alors les informations existent. Il y a beaucoup de sites qui sont bien faits, mais le problème c'est qu'on vit dans une société, et les étudiants ont quand même au moins 20 ans en général, où ils ont reçu des informations via les médias pendant très 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 longtemps. Donc, ça, je pense que c'est un problème de changer certaines idées préconçues sur les substances et de trouver les informations justes. Mais ces informations existent. Il y a surtout, par exemple,
À Genève, il y a Première Ligne, mais il y a aussi des sites comme ciao.ch, il y a le site safezone.ch, il y a le site prévention.ch, il y a les sites No Drugs, alors écrit KNOW-drugs.ch. Donc l'information juste existe, mais bien sûr, il y a aussi beaucoup de sites qui proposent de l'information qui n'est pas juste. Donc du coup, il faut pouvoir faire le tri. Et peut-être ça, c'est pas évident. Toutefois, sur le site de l'université, le pôle santé sociale, il y a plein de relais vers des sites qui sont tout à fait justes, au-delà aussi de la consultation psychologique qui est gratuite, offerte par l'université. Et selon les personnes, est-ce que du coup la prise de substances peut aider plus qu'elle n'est nocive ? Absolument, c'est une très bonne question. C'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles les gens consultent plus tard, parce qu'ils sentent qu'il y a un effet bénéfique pour eux. Donc, ils ont peur d'arrêter et ils croient que c'est bien pour eux. Non, c'est bon, je gère, ça me permet de gérer mes angoisses. Je prends des somnifères ou des calmants parce que j'ai des angoisses. Mais ce n'est pas la bonne réponse, parce que finalement, à la fin, ces fluctuations dans le taux dans le sang des benzodiazépines fera que les gens sont encore beaucoup plus anxieux et qu'on ne traite pas l'anxiété de base. Mais c'est tout à fait juste. Très souvent, c'est une automédication au début. Pour les gens qui continuent à en prendre, où ce n'est pas une consommation festive, occasionnelle, souvent il y a quelque chose d'autre, pourquoi la personne consomme, et il faut essayer de comprendre pour essayer de trouver si on trouve des voies non pharmacologiques, si j'ose dire, pour aider la personne. Donc, dans quel type de situation ? Vous avez dit anxiété, mais est-ce que des personnes avec des troubles autres peuvent, par exemple, prendre des substances ? Tout à fait, par exemple, les troubles de sommeil. Un exemple plus rare, mais c'est pour des gens qui ont des hallucinations. Les opioïdes peuvent avoir un effet pour calmer les hallucinations. Par exemple, quelqu'un chez qui une schizophrénie avec des hallucinations se développe, si cette personne à ce moment-là rencontre des opioïdes, il peut peut-être en utiliser plus parce que ça calme ces hallucinations. Donc du coup, et une autre raison, effectivement, c'est que certaines personnes qui ont des troubles du spectre autistique, certains psychédéliques, comme la LSD ou l'ecstasy, tout à coup, ils peuvent se sentir comme quelqu'un d'autre. C'est extrêmement intéressant. C'est des gens qui ont de la difficulté dans la relation avec l'autre, ils ne savent pas très bien comment se comporter. Et s'ils découvrent qu'avec certaines substances, comme l'ecstasy, que finalement ils sont proches, ils osent approcher d'autres personnes, les toucher, on comprend qu'ils ont envie d'en reprendre. Et ça, c'est bien sûr un risque, surtout avec une substance illicite qu'on ne contrôle pas, qui peut avoir des effets négatifs sur le plan psychologique, physique et surtout social, parce que voilà, après on a un retrait de permis de conduire, etc. Donc là, jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé des personnes qui prennent des substances dans le cas où il y a des troubles, de l'anxiété, des choses comme ça. Est-ce que la simple curiosité est aussi une grosse raison ou est-ce que ça reste minime ? Alors, tout d'abord, je suis médecin, donc je vois des gens qui ont des difficultés avec les substances, donc plus de risques d'avoir des comorbidités. Mais je pense que la consommation à titre de curiosité est extrêmement fréquente, mais heureusement, c'est des gens qui n'ont pas besoin de moi. Donc, je pense que c'est fréquent et c'est normal. Par contre, ce que j'aimerais que les gens le fassent de façon bien informée, qui se renseignent sur le produit, qu'est-ce qu'il y a dedans, quel est le dosage qu'on peut prendre, qu'éventuellement qu'on fasse contrôler les produits avant de les prendre, qu'on ne les prenne jamais seuls, qu'on ne le combine pas avec d'autres produits en même temps et à la rigueur, on en parle avec les parents pour essayer à la maison. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas fait. On peut dire, ok, ça fait partie du jeu de le faire avec des amis, ok, mais dans ces cas, parlez-en, informez-vous entre vous et qu'il y a toujours quelqu'un qui ne consomme pas dans le groupe quand il y a des consommations de substances pour des raisons de curiosité. Et en fait, en gros, je pense que c'est normal. Moi, je pense que ça peut être positif de faire ça, de se faire ce type d'expérience.
Mais voilà, malheureusement, on peut se renseigner. Le souci, c'est parce qu'on a des substances illicites, c'est qu'on ne connaît pas la qualité du produit. Ça, c'est vraiment un vrai souci. Donc, du coup, la seule voie pour changer ça, ce sera d'avoir des produits, disons, légalisés et bien régularisés. Mais voilà, on est encore très, très loin de ça. En Suisse, il y a des dispositifs du coup qui ont été mis en place de drug checking, par exemple, notamment à Genève, notamment par Action Nuit Blanche, qui a été instaurée par le réseau socio-sanitaire genevois. Donc les HUG en ont fait partie. Est-ce que vous avez été impliqué dans cette mise en place ? Oui, tout à fait. On travaille depuis très très longtemps avec l'association Première Ligne, qui gère aussi Quai Neuf, donc le lieu de consommation, d'accueil et de consommation de substances qui se trouve derrière la gare, où il y a toujours un médecin de mon équipe qui travaille, et qu'après, c'est après qu'on s'est rendu compte aussi qu'il faut penser aux autres personnes qui consomment de substances non injectables, et aussi aux gens qui consomment des drogues festives. Donc nous avons toujours été liés à ce projet, tant par la formation de l'équipe, pour tout ce qui est comment expliquer les risques pour la santé, les bienfaits possibles, quoi faire en cas d'overdose par exemple, et aussi par des présences de temps en temps pour des permanences. Et évidemment, on travaille en étroite collaboration. Eux, ils peuvent nous appeler s'ils ont des questions sur des substances très spécifiques ou des effets décrits par des personnes. Et que nous, on envoie volontiers des personnes qui consomment des drogues festives chez eux pour faire un drug checking. Alors, merci beaucoup pour toutes vos informations, toutes les explications. Alors, on peut rappeler les sites que vous avez mentionnés comme safezone.ch, comme ciao.ch, nodrugs.ch aussi, il me semble. Tout à fait. Et donc, on finira ici. Merci beaucoup encore. Au grand plaisir. Et à bientôt. Et merci pour votre intérêt pour le sujet. Au revoir. Ce podcast a été réalisé par Justine et Rebecca en collaboration avec Fréquence Banane, que nous remercions chaleureusement pour leur aide. Merci de votre écoute.